Il est 23 h à Abidjan. Bienvenue dans ce dernier point de l'information. Madame, monsieur, bonsoir. À la une ce soir, Mbayakro, où le calme est revenu après les violences qui ont fait une dizaine de blessés dans la ville. Des violences intervenues suite à l'assassinat d'une élève de 14 ans. Le point de la situation dans ce journal. Violences répétées, enlèvement d'enfants face à la psychose. Un comité de sécurité s'est réuni ici à Abidjan cet après-midi pour prendre des décisions relativement à la situation sécuritaire. On en parle également dans ce journal. Mascarade @Anazé Explorer. C'est une exposition. L'artiste s'appelle Ernest Doukou. Il met en relief la culture africaine, notamment la tradition Akan. Invité spécial à cette exposition, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. On se rend tout de suite à Mbayakro pour démarrer ce journal. Mbayakro où le calme est revenu après les violences qui ont fait une dizaine de blessés dans la ville. Des violences intervenues suite à l'assassinat d'une élève de 14 ans. Le point de la situation avec Franck Wadio. La découverte du corps sans vie d'une élève de 14 ans, Chanceline Glaou, élève en classe de 5e au lycée moderne de Mbayakro, a provoqué des actes de violence, des barricades érigées et des bâtiments publics incendiés. Le point fait par le maire de Mbayakro. Bon, disons que la gendarmerie et le procureur de la République étaient à pied d'œuvre pour repérer déjà le coupable du crime qui a été commis hier. Et c'est en ce moment-là que nos jeunes frères ont réclamé la tête de celui qui semble-t-il le présumé coupable. Une situation tendue au départ, mais une accalmie relevée par la suite par le maire Fausto Kwaku. Nous sommes actuellement avec le préfet et tout le corps préfectoral en train de mettre en place un PC crise pour prendre certaines décisions. Mais pour l'heure, nous avons enregistré l'arrivée des renforts de gendarmerie de Daoukro, de Boaké et de Dimokro. Et à la police de Boaké également qui est là, donc la situation est sous contrôle. Les choses sont calmes actuellement. Occasion donc d'appeler les populations au calme. Dire à mes frères, à mes compatriotes, à mes parents de Mbayakro, que je suis de cœur avec eux, je comprends leur peine, je comprends leur douleur, je comprends également la douleur des élèves. Mais voyez-vous, nous sommes dans un pays de droit. Et nous étions tous, depuis hier, à pied d'œuvre avec le procureur et la gendarmerie pour faire en sorte que la lumière soit faite. Donc nous demandons aux populations de rester calmes, de faire confiance à la justice. Les populations de Mbayakro, comme celles d'ailleurs, invitées à la vigilance afin d'éviter d'éventuels drames et débordements. Violences répétées, enlèvement d'enfants face à la psychose. Un comité de sécurité s'est réuni ici même à Abidjan cet après-midi. Réunion pour prendre des décisions relativement à la situation sécuritaire dans le pays. Et justement, au sorti de cette réunion du comité de sécurité, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme était sur le plateau de 20 h. Je vous propose de l'écouter. Sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Président du Conseil national de sécurité, une réunion du comité de sécurité présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense, s'est tenue cet après-midi du mardi 3 juin 2018. Cette réunion a porté sur les cas de disparition, d'enlèvement ou d'assassinat d'enfants. Depuis le mois de janvier 2018, 8 cas de disparition ou d'enlèvement ont été enregistrés, dont 3 cas de décès de mineurs dus à des morts violentes par arme blanche ou strangulation. Les cas de décès concernent Traoré Aboubakar Sidik alias Bouba, âgé de 4 ans, enlevé à Williamsville et retrouvé mort à Angré. Glaou Hermon Chanceline, 14 ans, élève en classe de 5e au lycée moderne de Mbayakro. Lopoa Bienvenu, alias Droba, 6 ans, élève en classe de CE1, retrouvé mort à Bundiaï, dans la sous-préfecture de Bédiala. 3 cas d'enfants enlevés,
est retrouvé à Abidjan ce jour même. À ce jour, je tiens à indiquer qu'il n'est établi aucun lien entre les différents cas d'enlèvement ou d'assassinat. Les enquêtes en cours ont permis l'interpellation de 2 personnes dans le dossier concernant Traoré Aboubakar Siddiq alias Bouba. Une 3e personne suspectée est en fuite et est activement recherchée. L'interpellation d'une personne à Mbayakro dans le dossier de Glaou Hermon Chanceline. L'interpellation de l'auteur de l'enlèvement des 3 enfants dont je parlais, ce jour même, à Yopougon. Pour ce qui concerne l'assassinat de Lopoa Bienvenu, alias Droba, une personne fortement suspectée, en l'occurrence l'ex-époux de la mère, est en fuite. Les recherches sont en cours pour le retrouver. Le gouvernement condamne ces actes ignobles, perpétrés sur des enfants, et présente ses condoléances aux familles endeuillées. Il réaffirme sa détermination à combattre les crimes inacceptables. Le gouvernement tient à rassurer les populations que tous les moyens, humains et matériels, sont mis en œuvre pour faire la lumière sur ces événements malheureux. Face à l'émotion que suscitent ces actes de barbarie, le gouvernement invite les populations à garder leur calme et à ne pas céder à la psychose et surtout à ne pas se faire justice, ainsi que cela a été constaté à Soubré, Bleu-le-Quin et à Mbayakro, où des actes d'incivisme ont été enregistrés. Ces cas d'incivisme ont conduit à l'incendie volontaire et à la destruction d'immeubles et d'édifices publics, au pillage et à la destruction de biens publics. C'est le lieu pour le gouvernement d'indiquer que suite aux événements de Soubré, Bleu-le-Quin et Mbayakro, 73 personnes ont été interpellées, 4 à Soubré, 50 à Bleu-le-Quin et 19 à Mbayakro. Ces personnes interpellées seront poursuivies conformément à la loi. Le gouvernement tient à réaffirmer qu'il dispose de tous les moyens de recherche pour retrouver et poursuivre en justice toute personne qui se rend coupable de pareils actes. Fait à Abidjan le 6 mars 2018. On écoute à présent, à cet effet justement, la ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Mariatou Kone, qui également prenait part à la réunion du comité de sécurité. On prend la mesure de cette affaire et donc immédiatement, tout le gouvernement s'est mis en branle. Justice, sécurité, protection de l'enfant, etc. Le gouvernement au travail, il ne faut pas céder à la psychose, il ne faut pas céder à la panique. Il faut plutôt écouter les conseils du gouvernement. Nous avons une ligne qui est la ligne 116 où la population peut signaler tout cas d'enlèvement et ou de disparition. Nous saluons la mémoire des disparus. Les recherches sont en cours. Si c'est un réseau, sachez que le réseau sera démantelé. Nous profitons également du micro pour interpeller les familles sur les cas d'incivisme. Il ne faut pas se faire justice soi-même. Justement, la justice de plus en plus proche des populations à Gagnoa, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Un bureau local d'assistance judiciaire vient d'être installé. C'est le premier du genre et il devra permettre aux démunis, aux populations démunies, d'accéder donc facilement à la justice. Chantal Akanda. L'ouverture de bureaux d'assistance judiciaire dans toutes les juridictions du pays est la traduction de la volonté du gouvernement de lever les barrières financières et géographiques entre les justiciables. Cette action va permettre aux populations, principalement les plus démunies, de saisir la justice pour faire valoir ou pour défendre leurs droits. Le choix de Gagnoa pour lancer les activités du premier bureau local répond à un défi d'excellence. Gagnoa est une juridiction importante et les personnes qui animent la juridiction de Gagnoa ont été primées l'année dernière, notamment Madame la Présidente. Elle présidait la section du tribunal d'Agovi et sa juridiction a été reconnue comme la meilleure juridiction de Côte d'Ivoire. L'éloignement du bureau national de la grande majorité des populations situées à l'intérieur du pays
et la méconnaissance de ce mécanisme de prise en charge des frais de justice n'ont pas permis à la grande partie des personnes susceptibles de bénéficier de cette assistance d'en profiter. D'où le rapprochement de ce bureau. L'assistance judiciaire permet à toute personne démunie qui n'a pas les ressources pour faire valoir ses droits ou défendre ses intérêts devant la justice d'être prise en charge, de pouvoir introduire son action, avoir le service d'un avocat, d'un huissier, d'un expert, sans bourse déliée, parce que tous les frais sont pris en charge par l'État. Outre Gagnoa, Abidjan, Danané, Odiéné et Abangourou sont les villes pilotes où seront ouverts des bureaux d'assistance judiciaire. L'initiative du gouvernement bénéficie de l'accompagnement technique et financier de l'Union européenne. On change complètement de sujet à présent. La campagne EVA 2018 est officiellement lancée. Le top départ a été donné ce mardi par l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. La production en 2017 s'élève à 591 000 tonnes. Notez que les producteurs cette année visent plus haut. Jean-Luc Bangbo. Le prix du kilogramme de caoutchouc naturel est fixé à 271 francs CFA pour ce mois de mars, bien loin des 1000 francs CFA le kilogramme atteint il y a une dizaine d'années. Mais pour les acteurs de la filière, l'EVA demeure une culture viable. Ils se sont déplacés nombreux pour assister au lancement de la campagne 2018, mais également pour exprimer leurs besoins. Au-delà donc du prix aussi, il faut reconnaître que le producteur est confronté à d'autres difficultés, telles qu'en termes de main-d'œuvre. La saignée, au-delà donc de ce problème de seigneur, il y a d'autres problèmes d'intrants, mais je pense que cela est minime par rapport donc au problème de prix qui baisse et surtout donc de disponibilité des seigneurs. La filière EVA en Côte d'Ivoire, c'est 591 000 tonnes produites en 2017, 164 000 planteurs identifiés et 600 000 hectares de plantation. Des chiffres en constante hausse malgré la faiblesse des cours. Nos besoins sont d'autant plus importants que nous continuons d'enregistrer des demandes importantes de la part des planteurs. Aujourd'hui, quand nous faisons les statistiques, c'est autour de 15 000 hectares en moyenne que nous n'arrivons pas à satisfaire tous les ans. Entre 2009 et 2017, ce sont plus de 26 milliards qui ont été investis dans la création de plantations, dans la formation des acteurs et dans la réalisation de pistes. Une dynamique qui devrait se renforcer avec la mise en place d'une interprofession dans la filière EVA. L'interprofession permet d'abord de s'organiser, de planifier et d'organiser la visibilité dans ce secteur. L'interprofession permet aussi de développer de manière sereine. Donc il faut d'abord être ensemble pour que vous ayez une politique communautaire consensuelle, acceptée de tous et que vous pouvez le mettre en place. Le lancement de la campagne a servi également de cadre à la remise d'équipements agricoles. La Côte d'Ivoire ambitionne ainsi d'atteindre une production de 750 000 tonnes d'EVA à l'horizon 2020. Le 21 mars prochain, une mission du Fonds monétaire international, FMI, va séjourner ici en Côte d'Ivoire, ce dans le cadre du suivi programme économique et financier conclu avec le pays. En prélude à cette mission, eh bien, une réunion se tient à Grand-Bassam et Francis Boifo y était pour RTI. Une mission du Fonds monétaire international, FMI, attendue à Abidjan dans 2 semaines, pour évaluer les agrégats macroéconomiques de la Côte d'Ivoire. On identifie ces agrégats à travers 4 comptes. La balance des paiements, les finances publiques, la situation monétaire et le secteur réel. Quand vous avez le secteur réel, vous avez le PIB qui mesure la richesse nationale. Quand vous partez du côté des finances publiques, vous avez le solde budgétaire, c'est-à-dire que vous avez les recettes d'une part, les dépenses de l'autre. Souvent, vous entendez parler de la balance des paiements. À l'intérieur se trouve le commerce extérieur, les échanges entre les pays, et c'est ce qu'on appréhende. Mais il y a un concept qui est très important dans la balance des paiements, c'est la balance des opérations courantes. Pour mettre en cohérence les différents comptes macroéconomiques, des représentants de la BCEAO et de plusieurs structures publiques se sont retrouvés à Grand-Bassam. Au sortir de cet atelier, nous devons déterminer un taux de croissance pour la Côte d'Ivoire. Et ce taux de croissance, c'est lui que les autorités vont afficher pour dire voilà la situation économique à fin 2017, voilà ce qu'elle sera en 2018, en 2019. Les résultats issus de ces échanges serviront de document de base aux autorités
dans les échanges avec les experts du Fonds monétaire international du 21 mars au 4 avril prochain. Cela dans le cadre de la première revue annuelle du programme économique et financier soutenu par la facilité élargie de crédit. On évoque à présent la 4e réunion du groupe de travail régional sur les technologies de l'information et de la communication. Il est question de trouver des solutions aux difficultés liées à la sécurisation de l'assiette fiscale, également de faciliter les échanges en conformité avec les accords commerciaux internationaux. C'est ce que nous dit Lanciné Bakayoko. S'appuyant sur des systèmes logistiques modernes, les volumes d'investissement du secteur privé ne cessent d'augmenter. À l'opposé de ces dispositifs porteurs de développement, il apparaît ces dernières années une recrudescence du terrorisme dont l'objectif est de déconstruire les économies. Face à cette situation, les administrations douanières, au regard de la place qu'elles occupent dans l'économie et vu leur position aux frontières, se doivent de développer des procédures permettant un traitement dématérialisé, plus rapide, plus rentable et plus proactif. Cette lourde responsabilité collective assumée par cette réunion du groupe de travail régional devrait déboucher sur la mise en place d'un environnement favorable aux entreprises en matière de commerce transfrontalier. Outre l'informatisation des procédures de prise en charge des marchandises, il s'agit d'établir des normes et des standards liés à la sécurité et à la sûreté. Ces mesures ont comme objectif d'empêcher que des marchandises dangereuses ou prohibées arrivent au port ou à l'aéroport, ou qu'elles soient examinées à leur arrivée. De belles intentions qui ont besoin de migrer vers des actions concrètes, intégrant les exigences de célérité des opérations de dédouanement. Ces mutations indispensables reposent pour l'essentiel sur la capacité de nos services informatiques à nous proposer des mécanismes innovants, tant en ce qui concerne les procédures de dédouanement, l'aide à la décision ou les tâches au quotidien de nos services. La prochaine conférence des directeurs généraux des douanes de la région Afrique occidentale et centrale est prévue en avril prochain à Conakry, en Guinée. Le dossier de ce soir s'intéresse aux femmes, 2 jours seulement avant la célébration de la journée de la femme. Elles sont de plus en plus nombreuses dans les secteurs d'activité autrefois dédiés aux hommes. Les femmes, chauffeurs de taxi, mécaniciennes, apprentis du Baka, on en trouve en tout cas en Côte d'Ivoire. Sephora Zegui et Franck Quadio ont bien voulu en savoir plus sur leur quotidien. Il y a quelques années, le secteur du transport en Côte d'Ivoire était réservé aux hommes. Ces dernières années, la donne a changé. Zeynab, chauffeur de taxi, fait partie de cette nouvelle génération de femmes présentes dans le transport en 8 ans de métier. Elle a su concilier travail et famille. Quand je suis à la maison, je suis une mère au foyer. Bon, quand je suis au travail, c'est le boulot, quoi. C'est un métier que j'ai aimé toute petite et j'ai embrassé ce métier avec amour. Donc ça me fait un plaisir quand je roule le taxi. Si Zeynab est chauffeur de taxi, Aïssatou, elle, dirige l'une des plus grandes sociétés de transport de personnel du pays. 100 d'employés, 50 de cars, rigueur et fermeté. Les clés de la réussite de cette femme. L'activité transport, on a tendance à dire que c'est une activité qui est réservée aux hommes. Parce que nous avons encore les pesanteurs traditionnels qui existent. Mais moi, en tant que femme, je me sens à l'aise. Même si sa société a du succès, Aïssatou ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle partage son expérience en faisant la promotion du genre dans son entreprise. Au sein de celle-ci, des femmes, chauffeurs de cars, électriciennes et mécaniciennes. Quand on me voit sur la direction, même, ça étonne beaucoup d'hommes. Parce que voir une femme, c'est une direction. En tout cas, c'est dans les autres pays, peut-être Togo, Ghana, qu'on voit ces genres de trucs comme ça. Mais encore du c'est un peu rare. À mon enfance, j'ai voulu faire le métier d'homme. Bon, j'ai même joué au foot, tout ça, et puis voilà. J'ai essayé aussi de faire aussi la mécanique pour voir que ce n'est pas les hommes seulement qui peuvent le faire. Le métier d'homme aussi, c'est quelque chose qui n'est pas compliqué. Seulement que si tu veux t'adapter, il n'y a pas de problème. Elles sont nombreuses à ces femmes qui s'intéressent au secteur des transports. Kouroutoum, déscolarisée, faute de moyens, s'est lancée dans le transport il y a 1 an aujourd'hui. Pour cette jeune dame de 21 ans, apprenti Baka, c'est un métier comme les autres.
Nous les filles, on veut montrer aux hommes qu'on est plus mieux qu'eux, qu'on peut faire ce qu'ils sont en train de faire aussi. Donc, souvent, je peux gagner 6 000, souvent ils peuvent gagner 7 000 par jour. 200 comme ça, on peut descendre avec 30 000, 10 000 comme ça. C'est bien quand tu vois une fille qui se bat, ça te dit que non, montrer un exemple aux autres filles, c'est une battante, c'est plus montrer aux autres qu'elles n'ont pas bien de croiser les bras pour attendre un homme pour pouvoir se faire truc, voilà. Rose est machiniste à la Société des transports abidjanais Sotra, une société qui compte 313 femmes, dont 16 machinistes. Ce matin, Rose prend son service à 13h, itinéraire, plateau engrais. Pour elle, être femme et machiniste, ça ne lui pose aucun problème. Au contraire, clients et collègues sont très heureux de la voir au volant. C'est un métier d'abord qui m'a vraiment plu parce que j'ai vu une autre devancière qui apprenait à rouler le bus. Voilà comment je suis arrivée à ce métier. Il n'y a pas de métier réservé exclusivement aux hommes. Si Dieu fait aujourd'hui que les femmes s'y intéressent, on ne pourra que les encourager. Quand ils quittaient la Côte d'Ivoire, il n'y avait pas ça. Les femmes, quand elles s'y engagent, elles le font efficacement. Nous, quand on s'engage dans notre métier, on s'engage avec notre cœur. Si tout se passe bien pour Rose et Kouroutoum, Aïssatou, chef d'entreprise, et Zénab, chauffeur de taxi-compteur, rencontrent quant à elle au quotidien des difficultés. Bon, nous sommes confrontés à la fluctuation du prix du carburant. Ensuite, nous avons des difficultés aussi au niveau des véhicules, des cars que nous avons, qui sont généralement conçus chez les concessionnaires et qui nous sont vendus, mais qui ne sont pas forcément adaptés aux infrastructures routières de notre pays. Par moment, tu peux prendre un client, arriver en cours de route, vous n'arrivez même pas à destination, il te dit que non, lui descend ici. Or, par rapport au prix que vous avez jugé, il va dire que non, comme je ne suis pas arrivé, c'est de te donner une telle somme. Or, pourtant, peut-être vous avez jugé 3 000 francs. Le fait qu'il n'est pas arrivé à destination, il te dit que non, il te donné 1 000 francs. Donc là, il y a problème. J'ai été braqué 3 fois, mais ils m'ont seulement dit de donner l'argent, puis je vais partir. Zainab, Aïssatou, Kouroutoum et Rose, des exemples de femmes qui excellent dans le transport en Côte d'Ivoire. Dans ce domaine d'activité, il n'y a plus que de la place pour les hommes, mais il y en a aussi pour les femmes bien présentes aujourd'hui dans les transports routiers et même aériens. Selon un récent rapport de la Banque mondiale, depuis les 3 dernières années, le secteur a enregistré 14% de présence féminine sur 403 gérants d'auto-école, 8,5% sont des femmes et la catégorie moniteur d'auto-école est à 17% constituée de femmes. Voilà, ces femmes qui excellent dans le secteur du transport, un dossier signé Sephora Zegui et Franck Quadio. Et on reste dans le domaine du transport. Les conducteurs de taxi, moto de Touba, c'est dans la région du Bafing, sensibilisés donc aux bonnes pratiques. Une campagne est lancée dans ce sens et c'est à l'initiative du député de la localité, Eve Boué. Pour se déplacer à Touba, chef-lieu de la région du Bafing, en ville comme en race campagne, c'est l'affaire des mototaxis. Malgré les services qu'ils rendent aux populations, beaucoup de désagréments sont constatés dans cet univers. Ils roulent bien, bon. Bon, je n'ai jamais eu de problème avec eux. Les mototaxis nous arrangent très souvent, mais la seule chose qui nous fait peur, c'est leur manière de faire le travail. Parce que véritablement, ils ne sont pas formés. La réglementation n'est pas bien faite. Dans ce cadre-là, il y a un peu de désordre au niveau des taxis motos. Tous les enfants s'y adonnent. Les gars roulent à vive allure, ils ne respectent pas des carrefours et surtout, ils n'ont pas de nouveaux professionnels. Rares sont ceux-mêmes qui ont un permis de conduire. Ils roulent très mal. Et puis, ils sont très impolis. Souvent, même ta monnaie reste avec eux. Accusés à tort ou à raison, les conducteurs d'engins à 2 roues se défendent. Ce n'est pas le mototaxi seulement qui roule mal. Tout le monde roule mal. Si on dit qu'on n'a pas de formation, ça c'est vrai. Parce que, pourquoi? Nous on est ici, là, nous on n'a pas travaillé. On se débrouille pour gagner dans ça là. Bon, il y a d'autres même là, et quand ils passent, un te passe. Donc, nous on roule doucement. Ça demande nos passagers se retournent. Sinon, nous on ne roule pas très mal. On ne roule même pas mal. Dans tous les cas, il y a lieu d'agir. Mamadou Kone, député de la circonscription de Touba sous-préfecture, initie une campagne de sensibilisation. Les agents des forces de l'ordre donnent des notions élémentaires sur les consignes générales de sécurité, le code de la route, les pièces administratives des engins à avoir. Le motocycliste doit avoir
le papier d'achat et le papier de dédouanement. À cela, il faut une attestation d'assurance. Accident, ça peut arriver à n'importe quel moment. Même si tu es dans ton moment de lucidité, accident arrive. C'est imprévisible. Mais si tu mets casse sur la tête là, et puis tu tombes là, casse là, ça te protège. C'est pour cela qu'il faut avoir. Et bien entendu, le permis de conduire. Pour l'initiateur de cette séance de sensibilisation, il faut mettre de l'ordre dans ce milieu. C'est pour essayer de conscientiser nos parents propriétaires de motos. Ici, le seul moyen de déplacement que nous avons, c'est les motos. Mais malheureusement, les motos sont mal utilisées. Ça fait trop de dégâts. En tant qu'élu, je me suis dit qu'il fallait que je vienne parler à mes parents afin qu'ils essaient de s'organiser. Ils essaient de mettre de l'ordre dans leur comportement, dans la conduite des motos en ville comme en banlieue. La démarche est fort appréciée. À faire des papiers là, c'est très important. On doit faire papier. Donc si on n'a pas fait tout, on doit commencer à faire. On ne peut pas rester comme ça. Ce que le gouvernement dit, c'est ce qu'on doit faire. Il faut donc assainir le milieu pour le bien de tous. En outre, les populations exhortent les cadres et les élus à mettre en circulation des taxis dans la région du Bafing. À présent, l'actualité internationale a commencé par la Sierra Leone. Les Sierra Leonais se rendront aux urnes demain mercredi pour élire leurs députés et le futur président de la République, Sidonie Davila. Plus que 24 heures avant les premières élections post-Ebola en Sierra Leone. Pour cette 4e présidentielle depuis la fin de la guerre civile, 16 candidats dont 2 femmes sont en lice. Tous espèrent prendre la relève du sortant Ernest Bai Koroma en poste depuis 10 ans. La présidentielle est couplée aux législatives. 132 sièges des députés sont à pourvoir. Ils sont quelques 3,1 millions d'électeurs convoqués aux urnes mercredi pour des élections à suffrage universel direct, selon un mode de scrutin majoritaire à 2 tours qui devrait permettre d'élire le chef de l'État et son vice-président. L'espoir de détente sur la péninsule coréenne est en train de se consolider. Les dirigeants des 2 Corées se retrouveront fin avril à leurs frontières pour un sommet historique. Une décision prise à la suite d'une rencontre à Pyongyang lundi et mardi entre une délégation sud-coréenne et le leader nord-coréen Kim Jong-un. Prête à dialoguer avec Washington, la Corée du Nord promet de geler ses essais nucléaires et de missiles durant ces négociations. Ce rebondissement a été immédiatement salué par le président américain Donald Trump. Un avion militaire russe avec à son bord des soldats s'est écrasé en Syrie à son atterrissage ce mardi. 32 personnes à bord sont mortes dans le crash. Les informations préliminaires révèlent que la catastrophe a été causée par un problème technique, tout en précisant que l'appareil s'est écrasé à 500 mètres de la piste d'atterrissage de la base russe. Il n'avait pas été visé par des tirs. Mascarade @Anazé Explorer. C'est une exposition à laquelle je vous invite à présent. L'artiste s'appelle Ernest Doukou. Il met en relief la culture africaine, notamment la tradition Akan. Invité spécial à cette exposition, le vice-président de la République, Daniel Kablandokan. Peint à l'encre sur du papier noir intense ou chinois froissé, les tableaux d'Ernest Doukou, artiste peintre ivoirien, reflètent l'Afrique religieuse et l'Afrique traditionnelle. Pour mieux compter cette Afrique, l'artiste fait transparaître un personnage mythique de la tradition Akan, Ananzé ou l'araignée. Une créature dotée d'une vive intelligence et persévérante qui symbolise, selon Ernest Doukou, l'Afrique. Il m'a semblé important de me fonder sur le mythe d'Ananzé, qui dans le conte populaire ivoirien permet de comprendre le monde, de comprendre ce que nous sommes. Il y a un tableau par exemple qui a pour titre « Je m'appelle Ananzé, @Kakouananzé, 005 ». En fait, c'est un clin d'œil à James Bond, mais en même temps, c'est un clin d'œil pour interpeller le spectateur comme étant Ananzé étant le super-héros de notre société. Et comment ce super-héros, on peut l'amener dans toutes nos utopies. L'artiste fait également un clin d'œil à la modernité avec l'omniprésence du caractère typographique @ dans ses tableaux.
Le talent d'Ernest Ducou a su aussi façonner des morceaux de bois de teck en awalé, jeu traditionnel en pays Akan. De quoi séduire un visiteur et non des moindres, le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Un élément très fort, le samedi, c'est le héros qui est Ananzé, qui est l'araignée, l'homme araignée, qui se sort de toutes les situations, qui se transforme à travers les jours. Je crois que c'est une idée, ça rappelle les contes de nos enfances, puisque l'araignée est supposée la plus intelligente et qui passe parmi toutes les difficultés. Je crois que c'est un message aussi qui passe aux différentes nations avec leurs difficultés, avoir toujours l'espoir d'aller de l'avant. Et surtout que Ananzé se transforme dans la modernité. Je crois que c'est le président Félix Houphouët-Boigny qui disait que la Côte d'Ivoire doit avoir les pieds dans la tradition et la tête dans la modernité. C'est comme ça qu'on peut aller de l'avant. Et quand on voit les grandes cultures dans le monde, qui sont actuellement non développées, elles sont parties sur les valeurs culturelles d'abord. La culture est à la base donc, du développement. Il aura fallu une dizaine d'années à Ernest Ducou pour présenter sa première exposition baptisée Mascarade @Ananzé Explorer. Elle se tient du 9 mars au 12 mai prochain à la galerie Louis-Imone, Girandou à Cocody. Mama Traoré et Jérôme Kofi Abolin signaient ce reportage. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure.